GFM's TV. La 22e édition de la Coupe du monde de football débute donc le 20 novembre prochain au Qatar et l'Afrique. L'Afrique sera bel et bien présente et représentée par 5 sélections, 5 valeureuses sélections, donc le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Ghana, ou encore le Cameroun. Lorsque nous savons qu'aucun pays africain n'a encore atteint les demi-finales de cette prestigieuse compétition, on a le devoir de se questionner sur les réelles chances des sélections africaines au Qatar. Et dans quelques semaines, même si 3 de ces 5 représentants ont déjà goûté aux délices des quarts de finale de la Coupe du monde jusqu'ici, c'est le meilleur parcours africain. Le Sénégal, c'était en 2002, le Ghana en 2010 et puis le Cameroun en 1990. Nous avons donc choisi de parler en premier des Lions de l'Atlas du Maroc et leurs chances au Qatar avec notre expert que je m'en vais vous présenter après ceci. GFM's TV. Alors, vous êtes sur GFM TV, merci, n'est-ce pas, de nous renouveler votre confiance. Vous êtes sur sur Classico, Classico qui est donc votre émission qui va parler des 5 représentants africains en Coupe du Monde dans quelques semaines. Et le Maroc est l'un des représentants africains dans cette 22e édition de la Coupe du Monde dont on va s'appesantir sur les Lions de l'Atlas et voir leurs chances, voir également comment ils pourront se comporter dans ce groupe F. Je ne suis donc pas seul, je suis avec M. Youssef Moutawakil. Il est intermédiaire sportif agréé. Bonjour M. Youssef. Bonjour M. Bertrand. C'est un plaisir d'être avec vous sur notre plateau. Je vous remercie pour l'invitation, le plaisir est partagé. Et aussi bonjour à tous les chers téléspectateurs. Alors, je rappelle qu'on a fait la connaissance, M. Youssef, dans une finale, dans un tournoi du côté de Casablanca. Et on vous a retrouvé là avec, n'est-ce pas, cette envie, cet engouement. Est-ce que c'est le quotidien de M. Youssef parcourir les stades de football pour, n'est-ce pas, aller à la rencontre des jeunes pépites qui veulent faire carrière dans le football, bien sûr? Voilà, parcourir les stades de football, aussi regarder l'actualité sportive, la télévision, les matchs de foot, les différents championnats, aussi le championnat local, puisque je réside au Maroc. Donc voilà, ça fait partie du quotidien. L'autre jour, c'était la finale qui opposait la communauté sénégalaise face à la communauté gabonaise. Ils sont arrivés en finale. Donc j'étais curieux aussi de voir ces jeunes talents. Comment ils pratiquent le football, est-ce qu'ils ont un niveau professionnel, est-ce qu'ils l'ont pas. Donc j'avais cette curiosité que j'ai pu découvrir le niveau. Donc c'était pour moi un plus d'en savoir. Voilà. J'espère qu'il y a quelques noms qui sont ressortis de ce tournoi. Plus ou moins, pas trop. C'est vrai qu'on ne peut pas juger le niveau d'un joueur sur un seul match. Oui. Peut-être on peut le juger sur 3-4 matchs, voilà. Mais apparemment, il y avait peut-être quelques 2 éléments qui étaient brillants lors de cette rencontre sportive. Alors revenons sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la participation des Lions de l'Atlas du Maroc à la prochaine Coupe du Monde. Le Maroc sera donc à sa 6e participation à cette compétition, d'abord en
en 1970 et puis en 1986. Cette génération qui a touché pour la première fois les huitièmes de finale, c'était d'ailleurs la première fois qu'un pays africain atteignait ce stage de la compétition. Et puis il y a eu, après 1994, 1998 et puis 2018. Cette fois-ci, nous sommes en 2022. Parlons un tout petit peu de ce passé du Maroc en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, ce qu'on peut retenir dans le continent africain, que le Maroc était la première sélection qui se qualifiait en Coupe du Monde. Et c'était en 1970 en Mexique. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir cette Coupe du Monde parce que j'étais pas dans ce monde, voilà. Mais apparemment, c'était une toute première expérience africaine en Coupe du Monde. Le Maroc n'a pas fait un excellent parcours. Bon, ils ne se sont pas qualifiés en deuxième tour, mais quand même, ils ont laissé quelques belles sensations. Ils ont gagné un peu de l'expérience parce qu'après, nous avons vu d'autres sélections qui se sont qualifiées après le Maroc, sélection africaine, le Cameroun, l'Algérie. En 1986, le Maroc aussi s'est qualifié pour la deuxième fois et la coïncidence disait que c'était aussi le Mexique, le pays organisateur. Ouais. Et voilà, donc le Maroc a eu cette expérience et s'est qualifié pour la première fois comme toute première sélection africaine qui se qualifie en deuxième tour. Donc c'était dans un groupe qui n'était pas du tout évident. Oui, tout à fait. C'était comme le groupe de la mort. Hein. Le groupe de la mort à l'époque, exactement. Ouais. Mais le groupe de la mort... Oui, je rappelle qu'il y avait l'Angleterre, le Maroc a fait un but partout. Il y avait également la Pologne, le Maroc a également fait un but partout. En 86, bien sûr, hein. Nous parlons de 86. Apparemment, si je me rappelle bien, face à l'Angleterre, je ne sais pas si c'est 0-0. Ouais, je crois. Ils avaient un bon gardien, c'était Badouzek. Voilà, oui, donc oui. c'est l'élément fort de l'équipe nationale. Et capitaine en plus. Ouais, 2 matchs nuls et une victoire, 3 buts à 1 face au Portugal. Ouais. Voilà, donc le Maroc s'est qualifié comme premier du groupe, donc c'était vraiment... Bon, jusqu'à présent, en ce moment, les gens parlent de cette équipe nationale parce que c'est l'unique participation là où l'équipe nationale du Maroc est passée en deuxième tour. Oui, c'était une génération quand même où on retrouvait Badouzaki, il jouait au Wydad à l'époque. Et il y a également Salahidine Mied, qui joue à AS FAR. On a quand même aussi retrouvé des joueurs comme Mustapha El Adawi. C'était un joueur de Lausanne, Aziz Bouderbala, qu'on connaît très bien, l'une des figures emblématiques du football africain, ça il faut le dire. Et puis Mohamed Timoui, que je garde beaucoup de très bonnes souvenirs, un milieu de terrain très très doué, surdoué même d'ailleurs, parce que quand je le voyais jouer, j'ai pensé aux joueurs comme Tofil Abiga aussi du côté de Cameroun à l'époque. Dites-nous, 5 professionnels seulement en 86 pour l'équipe du Maroc, et puis cette équipe atteint les huitièmes de finale. Est-ce que on peut encore voir ce genre de processus à notre ère? C'est vrai qu'il y avait uniquement 5 professionnels contre plusieurs joueurs locaux, notamment qui jouaient à l'époque à l'équipe du Wydad, du Raja, des Phares. Oui. Donc Timoumi, ex-joueur du Phare. Quand on a parlé aussi de Hetawi et on a parlé aussi de Bouderbala, c'est les ex-joueurs respectivement du Raja et du Wydad. Ils ont brillé en championnat du Maroc avant de partir en carrière professionnelle. Leur niveau professionnel en Europe. Voilà, donc maintenant les choses ont changé. C'est grâce à ces gens-là, c'est grâce à ces joueurs que le joueur marocain a été bien valorisé. Parce qu'à partir des années 90, ou bien en fin des années 80, nous avons remarqué aussi le recrutement de quelques joueurs marocains en Europe, notamment en France, au Portugal, si on parle aussi de quelques joueurs comme Hajri. Voilà, donc après c'était Noreddin Naibet, c'était Youssef Rossi, il y avait plusieurs joueurs qui ont été recrutés en Europe. Donc c'est grâce à l'équipe de 86 et notamment à ces joueurs que vous avez cités.
Alors cette équipe de 86 a marqué, n'est-ce pas, l'histoire du football marocain, notamment en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est comme une référence. C'est comme une référence. On a quand même eu l'impression qu'elle pouvait aller plus loin. Malheureusement, le sort a voulu qu'elle tombe sur l'Allemagne, qui est arrivée en finale de cette Coupe du Monde. Donc c'était pas un adversaire de moindre calibre. Dites-nous, qu'est-ce qui a véritablement fait la force de cette équipe de 1986? Ce qui a fait la force de cette équipe de 1986, c'est le travail de l'équipe, de toute l'équipe, comme une famille. Donc, il y avait beaucoup de joueurs locaux. Qui se connaissaient très bien. Qui se connaissaient très bien, solidaires, qui parlaient en arabe. Il n'y avait pas une communauté étrangère, parce que si on parle actuellement des joueurs professionnels, parfois dans la sélection marocaine, tu trouves des joueurs qui parlent pas bien arabe. Donc il n'y a pas une... Qui ne comprennent même presque pas. Qui ne comprennent presque pas. Ouais. Mais en 86, donc, il y avait la communication, il y avait un excellent entraîneur, Mehdi Faria. C'était aussi l'entraîneur des Phares de Rabat. Oui. Donc ils connaissaient bien le Maroc, voilà, donc ils ont bien préparé cette Coupe du Monde. Peut-être le climat aussi, le Mexique comme deuxième expérience. Ils étaient comme une famille, comme un groupe. Et même pour les joueurs, les 5 que vous avez cités tout à l'heure, qui ont joué en Europe, c'est des joueurs qui ont évolué au Maroc, donc, et qui connaissent le championnat du Maroc. Et ce sont des joueurs qui ont aussi, comment dirais-je, motivé l'autre groupe qui jouait dans des équipes comme l'Ouïdad, comme les Phares, pour pouvoir aussi arriver à leur niveau et jouer en Europe. Donc c'était le rêve de tous les joueurs. Une équipe quand même qui avait un milieu de terrain assez doué, des joueurs qui pouvaient changer un match de par leur génie, leur technique, Aziz Bouderbala ou encore Mohamed Timoumi. Je veux aussi quand même avouer que dans cette équipe, le fait d'avoir un attaquant de pointe de métier comme Méry Crimo a aussi quand même fait les affaires de cette équipe du Maroc. Oui, Méry Crimo, c'était un grand joueur, un buteur. Un buteur maison, il marquait beaucoup de buts avec la sélection marocaine. Donc aussi il a joué, bon, il est né au Maroc, il a joué aussi en France. C'est un joueur au Havre Athletic. Au Havre, exactement. Donc c'est un joueur aussi, c'est un buteur, donc il n'y a rien à dire. Pour les gens qui n'ont pas pu avoir l'occasion de connaître ce joueur, donc ils n'ont qu'à voir sur internet. Franchement, si on avait un buteur comme Crimo actuellement en 2022, je pense qu'il aurait dû faire l'affaire et marquer des buts, c'est sûr. J'ai remarqué un point qui est pour moi assez essentiel, parce que j'ai toujours voulu revenir sur ce point par rapport aux sélections africaines généralement, et ce point en lien avec la naturalisation de plusieurs joueurs africains qui reviennent jouer dans nos pays sans toutefois connaître la culture, la langue et autres, puisque vous avez évoqué le point de la langue arabe au sein de la sélection 86, et on a remarqué que c'était la même chose avec le Cameroun, parce que je connais un tout petit peu le Cameroun. La majorité des joueurs étaient locaux dans les années 80 et 90 bien sûr, et parlaient la même langue. Même sur le terrain, la communication était en langue nationale pour demander un ballon, pour repositionner son coéquipier ou alors pour lui dire ce qu'il fallait faire, etc. Et quelque part, ça déjoue aussi un tout petit peu les tendances du côté adverse, parce que lorsqu'on ne comprend pas ce que l'adversaire dit, on est un tout petit peu perdu, quoi. Est-ce que cela fait une différence aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a des joueurs qui viennent de l'extérieur, qui sont pas nés dans nos pays, qui n'ont pas grandi dans nos pays, qui ne comprennent pas la langue, et lorsqu'on joue contre une équipe européenne qui maîtrise très bien la langue, il n'y a pas moyen de communiquer ou d'avoir des secrets. C'est vrai, c'est un point très important. Si on parle des sélections, par exemple, la sélection de France, championne du monde, tous les joueurs parlent couramment le français, ils n'ont pas de problème. Mais quand on parle de la sélection marocaine, nous allons voir des joueurs qui sont nés en Hollande, aux Pays-Bas, voilà, d'autres en France, d'autres en Italie, d'autres au Maroc qui ne parlent pas assez de langue. Donc ce qui peut causer une problématique au niveau de la communication. Parce que s'il y
n'y a pas que la communication interne au niveau du travail, mais aussi externe, le relationnel entre les joueurs. Donc tout ça, normalement, je pense que c'est l'entraîneur qui peut gérer ce petit problème de communication qui peut exister entre les joueurs. Voilà. Donc, oui, voilà, le Maroc sort donc de cette Coupe du Monde 86 en huitième de finale, battu par l'Allemagne 1-0. Et puis après, il y a une autre étape, c'est celle de 1994. Là, on n'a pas vu une grande équipe du Maroc. On ne va pas, n'est-ce pas, revenu dessus. Après, il y a eu 1998, et bien évidemment, avec tout un autre groupe. Mais après ces 10 ans, sans toutefois passer en Coupe du Monde. Et puis en 2018, le Maroc revient avec Hervé Renard comme entraîneur. Que peut-on retenir du passage d'Hervé Renard qui avait déjà gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire? Alors, le passage de Hervé Renard, je pense qu'il était, je dirais, au niveau des résultats, il était moyen parce que il s'est qualifié en deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai. On n'a pas remporté cette Coupe d'Afrique, malheureusement. C'était peut-être le souhait de tous les Marocains d'arriver déjà, de voir une équipe nationale qui va arriver en finale. C'est un très très grand entraîneur. Il a gagné la CAN avec la Zambie. Donc il n'y a rien à dire sur ça, c'était un très très bon recrutement. C'est un entraîneur qui est jeune, qui est dynamique, qui sait communiquer avec les joueurs. On s'est qualifié en Coupe du Monde. Malheureusement, on n'a pas pu franchir la phase de groupe avec un seul petit point. Je note quand même que le Maroc a développé le meilleur football, si je dirais, des sélections africaines. C'est vrai. Au niveau du foot, donc c'était un jeu plaisant. Mais il faut être efficace dans le foot actuel. Il faut être beaucoup plus efficace côté résultat parce que les matchs se jouent. Donc ils doivent être gagnés. Malheureusement, je me rappelle bien du premier match, c'était aussi le psychique peut-être des joueurs. Ils n'ont pas été très bien prêts parce que on faisait ce calcul de on va battre l'Iran, donc 3 points. Après, on aura le deuxième match face au Portugal. Si on fait match nul et on fait un autre match nul avec l'Espagne, on passe. Une fois le Maroc a perdu le premier match, donc pour nous, on a senti cette frustration. Surtout au niveau du deuxième match, le Maroc était incapable de marquer un but. D'accord, de concrétiser, ils ont concrétisé plusieurs occasions, ils n'ont pas marqué de but. Donc, sur le troisième match, c'est vrai que le Maroc méritait de gagner l'Espagne. Ils ont fait un excellent match. L'Espagne, elle était, je dirais, niveau très moyen. L'Espagne n'était pas au top. Mais le Maroc a fait je dirais, elle a bien joué, mais malheureusement, il n'était pas efficace côté résultat. Alors, Hervé Renard quand même a marqué les esprits par rapport quand même à ce football assez bien élaboré au niveau de la sélection. Et puis, il y a ce fiasco en Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, où le Maroc se fait éliminer par le Bénin, je crois en huitième de finale, et la fédération décide de se séparer de lui. Est-ce que c'était une bonne décision, ne pas le laisser pour un projet à long terme, peut-être jusqu'à la Coupe du Monde 2022? En fait, la relation entre Hervé Renard et le Maroc était toujours bonne, jusqu'à maintenant. Elle est excellente. Il est parti, il a eu une offre en Arabie Saoudite, donc je pense que notre fédération royale marocaine a aussi fait le bon choix, parce que un sélectionneur national, s'il est remercié ou bien si l'accord est à l'amiable entre les deux parties, cela ne veut pas dire que l'entraîneur est mauvais, mais peut-être la sélection aura besoin d'une nouvelle, d'un nouveau projet, d'un nouveau entraîneur. Un nouveau discours aussi. Exactement. Parce qu'une sélection, elle joue sur 2 phases. La sélection du Maroc, elle joue sur la qualification en Coupe du Monde, qualification en Coupe d'Afrique. Donc d'accord. Ils viennent de s'éliminer de la Coupe d'Afrique. Donc automatiquement, s'il y a une séparation avec l'entraîneur, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que voilà, donc l'occasion a été donnée à notre entraîneur, donc ça on va parler de ça. Mais en totalité, si on va parler côté football, Hervé Renard restera toujours un bon entraîneur. Et déjà,
tout le monde, même au Maroc, je vois les gens parler d'Hervé Renard. Il n'y a pas de choses négatives sur cet entraîneur, franchement. Alors le Bosniaque Vahid Halilhodžić arrive en 2019, juste après Hervé, et il le succède bien évidemment après ce fiasco de la CAN 2019. L'objectif était de qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde et atteindre au moins les demi-finales de la CAN qui s'est jouée au Cameroun. Le premier a été fait, c'est-à-dire qualifier le Maroc en Coupe du Monde, mais le Maroc passe aussi à côté de la CAN au Cameroun. Qu'est-ce qui, selon vous, a un peu fait la différence entre Hervé Renard qui est parti et Vahid qui est arrivé? Y a-t-il eu redressement ou alors la sélection a eu un tout petit peu à monter en grade, selon vous? C'est vrai qu'après l'arrivée de Vahid Halilhodžić, il y a eu le Covid aussi, il ne faut pas oublier, en 2020. Le Covid-19, il n'y avait pas de public au stade. Le Maroc jouait plusieurs matchs sans public. On regardait justement la télévision. C'est vrai qu'en regardant un match à la télévision n'est pas le même que de le voir directement dans le stade. Mais apparemment, la sélection marocaine ne pratiquait pas un bon football. Donc l'équipe gagnait, contrairement, je dirais, peut-être à la CAN avec Hervé Renard et la Coupe du Monde. L'équipe ne gagnait pas, mais l'équipe de Wahid gagnait les éliminatoires, mais pas avec la manière. Un bon jeu, oui. exactement. Et il faut savoir aussi, même les journalistes se plaignaient parfois du comportement de l'entraîneur. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais apparemment, tout ça a fait que Wahid, il travaillait dans, peut-être, il créait un climat... je dirais qui n'est pas un bon climat pour la sélection nationale. Des joueurs qui viennent de l'étranger, ils doivent venir pour mouiller le maillot national et trouver un bon climat. Donc c'est l'entraîneur, c'est à lui de gérer tout ça. Apparemment, il y a eu quelques critiques. Lui, il n'admettait pas des critiques côté football, alors que l'équipe nationale ne jouait pas très bien. Lui, il était chanceux aussi que le Maroc accueillir toutes les sélections. Si je parle le Soudan, oui. Aller-retour au Maroc. Si je parle de la Guinée-Bissau, aller-retour au Maroc. Si je parle de la Guinée-Conakry, aller-retour au Maroc. Donc le Maroc a gagné 18 points sur 18, gagné tous les matchs. Mais le jeu n'était pas vraiment à la hauteur. Oui. Si on prend le match du Congo, le match de la République démocratique du Congo, le Maroc a fait un match nul difficile, un but partout à l'extérieur, avec une tactique qui n'était pas vraiment plaisante, un 3-5-2. Lors du match retour, on était chanceux, parce que le public de Casablanca a poussé, le jeu n'était pas plaisant, et le Maroc a gagné. Voilà. Donc je ne vais pas dire que c'est un mauvais entraîneur, au contraire, il a un palmarès qui est assez riche, il a fait un bon parcours, il a qualifié l'équipe nationale en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde. Malheureusement, en Coupe d'Afrique, il n'a pas eu la chance de battre l'Égypte et de passer en quart de finale. Voilà. Donc, je pense que voilà. Alors, on retient aussi quand même, lors de ce passage de Vahid Halilhodžić, beaucoup de problèmes internes, notamment les cadres de cette équipe qui ont été mis de côté. Est-ce que c'est quand même une tâche qui est restée jusqu'à présent dans cette sélection marocaine? Ziyech qui était absent, Belanda également, je pense, qui était aussi carrément écarté du groupe et bien d'autres. Alors, si je vais parler de Ziyech, pour moi, en tant que téléspectateur aussi, je regarde les matchs de foot de la sélection, je rencontre les gens, on parle beaucoup de l'équipe nationale. Ziyech, c'est le chouchou de l'équipe nationale. C'est un joueur qui joue dans le haut niveau. C'est un joueur qui aime son pays. Malheureusement, il y a eu ce problème. En fait, il a eu un problème avec Hervé Renard. Ils se sont réconciliés. Oui. Donc, cela a été géré amicalement.
Mais avec Wahid, c'était pas le cas. Avec Wahid, c'était un problème entre les deux. Le joueur ne voulait pas revenir en équipe nationale tant que Wahid il est là. Wahid avait des problèmes avec aussi les journalistes, avec le public. Il y avait, entre parenthèses, moi j'aime pas parler trop des détails, mais ça on le sait, une insulte face au public marocain, ce qui a créé un climat, je dirais, tendu entre les deux parties. Et en parallèle, tu as Ziyech que tu ne convoques pas, donc le public marocain voulait... Qui est un peu comme le leader technique de cette équipe marocaine, Ziyech. Oui. Ouais. Oui. Aussi, il y avait Mazraoui, oui. Un excellent latéral. Qui joue aujourd'hui au Bayern de Munich. Ouais. Heureusement que Mazraoui s'est réconcilié avec Wahid, donc il y avait la fameuse histoire de boire de l'eau, non, j'ai pas envie de boire. Et ces genres de détails, je pense que si on les fait arriver au public marocain et on voit que ce sont des trucs qui sont banals, pour moi, je pense que on devait éviter toutes ces histoires et convoquer les meilleurs joueurs qui méritent de mouiller le maillot national et non pas de se fâcher avec des joueurs et priver tout un pays de leur chouchou de jouer en équipe nationale. Et je veux relever ici que le problème de Wahid était justement la gestion du groupe. Il n'avait pas pu gérer le groupe. La gestion du groupe, exactement. Des joueurs qui venaient de l'étranger, des joueurs qui jouent au Maroc, problème de communication. Il parle français, il ne le parle pas couramment. Oui. C'est un franco-bosnien. Bosniaque, oui. Mais parfois, son français, on le comprend. Il est un peu décalé. Ouais. Avec des joueurs comme Ziyech, donc il doit lui parler en anglais. Je pense qu'il y a un problème, mais il y avait un problème de communication. Alors, la mauvaise prestation du Maroc à la dernière CAN au Cameroun a quand même aussi eu un impact sur l'avenir de Ziyech, de Wahid, à la tête de cette sélection. Est-ce que cela ne peut pas aussi inquiéter le public sur la prestation de cette équipe dans quelques semaines? Moi, je pense que plutôt le match opposant le Maroc contre les États-Unis. Oui. Le Maroc a perdu 3-0 aux États-Unis. Oui. On était plusieurs à voir le match en plein minuit, de voir un mauvais match de la sélection du Maroc. Oui, un match que j'ai regardé moi aussi. Il a joué avec une tactique 3-5-2, pareil, identique à la tactique jouée face à la République du Congo démocratique. Le Maroc aurait pu perdre par plus de 3 buts. On sentait que ça ne marchait pas. On sentait que l'équipe nationale va peut-être se qualifier, juste participer à la prochaine Coupe du Monde et toujours continuer dans cette mauvaise ère. Voilà. Donc je pense que c'était notamment cette rencontre qui a encore une fois, je dirais pas déclenché le feu, mais qui a encore une fois ajouter un peu de l'huile sur le feu. Oui, voilà, une sensation tendue entre, encore une fois, les joueurs, l'entraîneur, pourquoi tu ne convoques pas Ziyech, Mazraoui, voilà. Donc je pense que c'était ça. Alors, avant de continuer, on va marquer une pause, juste le temps, n'est-ce pas, de prendre un petit verre d'eau, et puis on revient derrière pour la suite de cette émission. GFM TV. Retour sur ce plateau de Classico. On est toujours avec notre invité, Youssef Moutawakil. Je rappelle qu'il est intermédiaire sportif agréé et qu'il est là pour essayer, n'est-ce pas, de parler de cette équipe du Maroc qui va, n'est-ce pas, embrasser la prochaine Coupe du Monde dans quelques semaines. Alors, Youssef, à moins de 2 mois de la Coupe du Monde, Walid Regragui débarque. Comme ça, après, n'est-ce pas, un bon parcours avec le Wydad, vainqueur de la Ligue des Champions et du championnat marocain. D'abord, la première question, est-ce que ça a été une bonne décision de nommer un entraîneur à 2 mois de la Coupe du Monde? Je pense dans ces conditions, c'est une bonne chose, une chose positive, correcte, logique. C'est un entraîneur jeune, dynamique,
fraîchement sacré champion du Maroc et champion d'Afrique avec le Wydad de Casablanca. Donc c'est un entraîneur qui est motivé. Il a faim, on dirait. Il a faim. Ouais. Il est motivé, il vient de gagner, remporter 2 titres, donc il est ambitieux. Il veut continuer sur cette voie de gagner et de triompher. D'accord. Donc c'est un entraîneur qui travaille, qui ne chôme pas. Donc il a travaillé aussi avec le FUS durant plusieurs années. Il a remporté le titre de champion du Maroc, alors que le FUS n'a jamais remporté de titre, avec des joueurs et de profil de joueurs jeunes. Ouais. Donc je pense que c'est un bon choix. Aussi c'est un franco-marocain. Il connaît bien l'équipe nationale, il connaît bien le championnat du Maroc, il connaît bien la mentalité des joueurs locaux, il connaît bien la mentalité des franco-marocains en France, les néerlandais, les joueurs qui évoluent dans d'autres championnats, dans les pays du Golfe. Il a travaillé aussi avec Touhail au Qatar. Donc je pense que c'est un bon choix. Même si c'est un peu, je dirais... Juste à 2 mois, ça va être un travail difficile pour lui, c'est vrai. Mais personnellement, on ne peut rien reprocher à Walid si jamais... Bon, ça, on ne peut pas le dire dès maintenant, mais si jamais l'équipe... Voilà, ne fait pas une bonne prestation en Coupe du Monde. Une très belle prestation en Coupe du Monde. Je pense qu'il aura la prochaine Coupe d'Afrique qui va peut-être sourire aux Marocains. Donc c'est mon pressentiment. Justement, vous, à la place de Walid, lorsqu'on vous donne un cadeau comme celui-là, selon le timing, qui pour moi était un tout petit peu aussi très très rétréci, vous ne réfléchissez pas par 2 fois? Le cadeau d'entraîner l'équipe nationale. Bien sûr, à 2 mois de la Coupe du Monde. Walid, il a signé 1 an avec le Wydad de Casablanca, il a remporté des titres, donc pour lui c'était un rêve d'entraîner la sélection du Maroc, ça il l'a dit. Il était très content, joyeux, donc il ne va pas penser 2 fois comme vous dites. Donc, automatiquement entraîner l'équipe nationale c'est une chose extraordinaire pour un entraîneur comme ça, donc un jeune qui n'a pas atteint les 50 ans, qui entraîne l'équipe nationale, c'est le top, quoi. Revenons donc dans cet effectif. Les 2 matchs amicaux étaient comme en septembre dernier, étaient comme un baptême de feu pour Regragui. D'abord face au Chili, entrée vraiment payant, 2 buts à 0, avec un système de jeu 4-3-3. Il remet en place Sofiane Boufal, Youssef Nessri et puis Hakim Ziyech, un trio qui a, n'est-ce pas, rempli les attentes du public. Est-ce que à partir de là, selon vous, il a pris confiance? Sur les 2 matchs amicaux contre le Chili et le Paraguay, nous avons remarqué une équipe nationale qui jouait un jeu plaisant, qui était motivée, des joueurs qui enfin... Donc on a senti le changement d'entraîneur. Donc c'est très important. C'est peut-être, je vais pas dire le même style de jeu que Hervé Renard, mais on a remarqué cette volonté de mouiller le maillot marocain. Donc Walid, quand il est venu au Wydad, nous regardons, donc nous avons vu tous les matchs du club et tout, ils n'avaient pas fait de recrutement, mais quand même il a su motiver un groupe. Il a su... Il est très excité. Exactement, très excité parce que c'est un gagneur. Donc, lui, il aime gagner. Il aime gagner. Quand il est venu à l'équipe nationale, il savait bien ce défi. Il savait bien ce défi. Donc, nous avons senti aussi que les joueurs répondaient bien c'est-à-dire aux consignes du coach. Ça, on l'a vu. La relation. Exactement, par rapport au jeu, le sourire de quelques joueurs. Tu voyais Hakimi en train de sourire. Il y avait une belle ambiance entre tous les joueurs. Vous voyez cette famille, une équipe solidaire, notamment face au Chili. Et aussi, même s'ils ont fait match nul face au Paraguay, nous avons remarqué
cette prestation positive. Tout en sachant que face au Paraguay, c'était quand même un turnover. Il fallait voir encore certains joueurs, donc ce n'était pas avec le même effectif que face au Chili, mais l'équipe a quand même gardé les mêmes dispositifs. Cette défense à 4 qui n'a pas pris de but dans ces deux rencontres, lorsqu'on sait que le Chili a quand même une attaque qu'on connaît, très expérimentée, qui balaye tout en Amérique latine avec la Copa América et autres, c'est pas une équipe facile à jouer. Est-ce qu'on peut dire que Walid a trouvé, n'est-ce pas, le bon schéma pour n'est-ce pas, faire face à ses adversaires en Coupe du Monde? Oui, le Chili, c'est vrai que c'est une nation de football connue. Ils ont gagné aussi une Copa América chez eux, il n'y a pas longtemps. Mais apparemment, sur les derniers matchs des éliminatoires, je pense qu'ils ont terminé 6e ou 7e, ils ne se sont pas qualifiés. Mais le Chili reste une grande nation de foot. C'est pas facile de battre une équipe composée de plusieurs joueurs expérimentés, comme Medel, comme Arturo Vidal. Exactement, Arturo Vidal. Ou Sanchez, Alexis Sanchez. Exactement. Qui était bien présent dans cette rencontre. Voilà. Mais voilà, donc le Maroc, avec toutes ces conditions, l'arrivée du nouveau coach, le score de 0, je pense que c'est un résultat, c'est une motivation pour l'équipe. Mais il ne faut pas oublier, entre parenthèses aussi, même la Tunisie, elle avait battu, avant le Maroc, elle avait battu le Chili par le même score, par 2-0. Je pense aussi, peut-être le style de jeu des pays du Maghreb et un style de jeu peut-être qui ne convient pas au Chili. Au Chili, oui. Ça on peut peut-être prendre cette supposition. Alors, on a aussi remarqué dans cette équipe que Mazraoui, quand même, a un peu élevé son niveau de jeu. Il démontre vraiment qu'il joue en Bundesliga dans le grand Bayern de Munich. Et puis, Romain Saïs a aussi montré cet esprit de leader en défense centrale ou même dans l'effectif de cette équipe du Maroc. On dirait qu'il a pris des choses en main. Et l'arrivée au milieu de terrain, le travail de Amrabat qu'il a bas, on dirait que les choses peuvent passer par ce canal-là pour le Maroc. Défensivement, je pense que Radam Saïs, c'est un joueur indiscutable. Capitaine de l'équipe nationale, c'est un joueur... je pense à 100%, il va être convoqué par Walid. La liste va être divulguée la semaine prochaine. En attente de la fin et de l'arrêt des divers championnats à partir de ce week-end. Aussi, Amrabat, je pense que c'est un joueur qui a de l'expérience avec l'équipe nationale. Voilà, donc il ne faut pas oublier aussi la bonne prestation d'Achraf Dari, le défenseur. Il a joué avec Allegregui et Wydad. Malheureusement, on a pu remarquer que sur les 2 dernières rencontres, Achraf Dari avec son équipe Brest n'était pas titulaire, mais cela n'empêche pas qu'il ne sera pas convoqué. Je pense qu'il va être convoqué parce qu'il a fait deux très bons matchs contre le Chili et contre le Paraguay. Il a joué 180 minutes. Je pense que défensivement, le Maroc, elle a une bonne défense. Notamment aussi, il ne faut pas oublier le retour de Naïf Eggert, qui vient de faire une très très belle prestation avec West Ham la semaine dernière. Il a été même élu lors de son premier match meilleur joueur, man of the match. Donc défensivement, si on parle aussi même de Mrabet, c'est un milieu défensif. Défensivement, le Maroc est difficile à battre. Et un bon gardien de but aussi, Bounou, qui fait de qui est un peu monsieur 50% de Séville, ça il faut le dire, parce qu'il fait des arrêts extraordinaires avec Séville qu'on voit de temps en temps. Maintenant, revenons sur le retour d'Hakim Ziyech dans cet effectif. Est-ce qu'il y avait aussi cette mission-là de se réconcilier avec ces joueurs qui étaient depuis 1 an ou presque bannis de cette équipe marocaine?
Voilà, malheureusement, il a fait deux bons matchs, il a bien joué. Malheureusement, il n'a pas marqué de but. Il a failli marquer un but contre le Paraguay. Quand il a fait un excellent tir qui a tapé la transversale du portier paraguayen. Je pense que réconciliation, je vais pas dire une réconciliation parce que plutôt Ziyech avec le public marocain, il n'y a jamais eu de problème. Il y a eu toujours cet amour de voir Ziyech porter le maillot de l'équipe nationale. Donc le public, il demandait toujours la venue de Ziyech. Ziyech, il savait que le public l'aimait. Donc c'était juste un problème avec le coach. On ne veut pas rentrer dans les détails, oui, bien sûr. Mais une réconciliation, malheureusement, il a failli marquer un but. On était tous contents de le voir jouer avec l'équipe nationale. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais je suis sûr et certain qu'il pourra revoir les chemins défiler prochainement avec la sélection. Alors Youssef, rappelons le groupe du Maroc, c'est le groupe F avec le 23 novembre le début pour le Maroc contre la Croatie. On note qu'il y a des joueurs comme Luka Modric du Real Madrid, Ivan Perisic également, ou encore Mateo Kovacic, des joueurs qu'on voit chaque semaine dans les championnats européens. Et puis le 27 novembre, ça sera face à la Belgique qui a une armada de stars, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois qui est sorti meilleur gardien de la saison qui a eu lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Après, le 1er décembre, on va vivre ce match face au Canada qui est un peu comme le petit poussé de ce groupe. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous pensez que l'équipe du Maroc abordera ces différentes rencontres, notamment face à la Croatie? Faut-il aller chercher à prendre ne serait-ce qu'un match nul ou aller directement prendre les 3 points face à la Croatie? Donc je pense que la programmation elle est parfaite pour la sélection du Maroc. C'est une sélection qui a de l'expérience en Coupe du Monde, c'est-à-dire que nous avons eu la chance de revoir pratiquement je dirais la moitié des joueurs qui vont rejouer cette Coupe du Monde et qui ont déjà participé en 2018. Comme par exemple Yacine Bounou, il était remplaçant lors de la précédente Coupe du Monde. Il y avait aussi Ramsey, il y avait Ziyech, il y avait Nasseli, peut-être s'il va être convoqué. Moi, je pense que la programmation, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que déjà, on entame la première journée face au vice-champion de Coupe du Monde. Donc, c'est un match difficile. On va pas prendre le stylo et dire le premier match face au Canada, 3 points. Si on gagne, après on fait match nul. Ça, c'est la mentalité à la marocaine. C'est pratiquement tout le monde dit ça. Ouais. Tout le monde pense comme ça. Même parfois les journalistes, c'est comme ça. Maintenant, face à la Croatie, tu joues, tu dois pas perdre. Ouais. Ça, c'est très important. Tu joues contre la Croatie. Et entre parenthèses, j'ai fait une petite recherche. Après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde, la Croatie a joué un match amical face à la Tunisie. Et ils ont perdu à domicile en Croatie, je pense 1-0 ou 2-1. Quelque chose comme ça. Donc la Tunisie a battu la Croatie. Donc espérons que le style de jeu maghrébin, marocain, gêne un tout petit peu, pourra gêner la Croatie. Cette équipe croate un peu vieillissante. Un peu vieillissante. Et si on parle de la défense de l'équipe nationale, c'est une défense qui est solide. Donc espérons que ce premier match déjà, donc si le Maroc le gagne, donc tout est possible. Et moi je dis sur les 4 équipes, si je vais vous dire que le Canada et le Maroc vont se qualifier, la Croatie et la Belgique vont s'éliminer, c'est une Coupe du Monde. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. Donc on ne peut plus faire confiance. Et on sait très très bien que ces sélections-là, ils sont très expérimentés, très malins. Donc eux aussi, ils vont reconnaître la force du Maroc, la force du Canada.
pour ne pas tomber dans le piège. Justement, pour dire que le Maroc va avec toutes ses chances face à ces sélections et que le fait aussi que cette équipe croate soit un tout petit peu vieillissante parce que voilà, Modric n'a plus ses jambes d'il y a 4 ans lors de la dernière finale. On peut quand même se dire aussi qu'il y a une carte à jouer pour cette équipe du Maroc. Et face à la Belgique, comment pensez-vous que, voilà, c'est vrai que on pourra aborder ce match par rapport au résultat du premier match face à la Croatie, mais on se dit déjà que le Maroc pour ne pas perdre face à la Croatie, et là, face à la Belgique, il faut encore élever un tout petit peu le niveau. Exactement, la Belgique c'est une grande sélection de football. Le Maroc a eu l'occasion d'affronter la Belgique en 1994 avec l'équipe d'Enzo Scifo, Michel Prudhomme. Donc le Maroc a perdu 1-0, difficilement. À l'époque, la Belgique n'avait pas une très très grande équipe. Oui. Mais attention, cette fois-ci, l'équipe belge possède d'excellents joueurs. Lukaku, Hazard, Thibaut Courtois. Il y a beaucoup de joueurs belges expérimentés qui ont aussi joué l'ancienne Coupe du Monde en Russie. Donc je pense, il ne faut pas aussi oublier, hein, je pense en 2000, statistiquement, donc en 2004, après la Coupe d'Afrique, je pense, alors soit 2004 ou 2003, je ne me rappelle pas bien, le Maroc avait battu la Belgique 4-1 lors d'un match amical en Belgique. Oui. Même si les matchs amicaux, ce n'est pas une vraie référence, mais quand même, dans les stats, doivent savoir que le Maroc a battu la Belgique pour être bien motivé. Mais nous avons confiance en Walid Regragui. Il va bien transmettre le message positif à tous les joueurs, leur communiquer de sa propre manière. Et Inch'Allah, si le Maroc réussit à faire match nul, au pire des cas, au premier match et deuxième match, il restera le troisième match qu'ils doivent impérativement remporter pour se qualifier en deuxième tour. Alors, cette équipe de Walid, on sait qu'il a entraîné au Maroc, il connaît très bien le football local, mais on parle peu d'une possible sélection des joueurs locaux pour cette Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, ça ne vous dérange pas? C'est vrai, si personnellement j'ai vu les 7 premières journées du championnat du Maroc, sur les 7 premières journées, j'ai remarqué que le niveau était très moyen. Donc même Walid Regragui, je l'ai entendu parler lors d'une émission sportive, il avait évoqué ça, que les joueurs du championnat du Maroc, en ce moment, ils ont un niveau très moyen et ils doivent se rattraper. Donc apparemment, si je ne vais pas me tromper, peut-être le message, il est assez clair, que peut-être aucun des joueurs locaux ne va être sélectionné. Moi personnellement, si je prends des joueurs comme Jabran Yahya, de la saison dernière avec Walid Regragui, n'est pas le même que Walid Jabran actuellement. Qui était parmi les nominés au Ballon d'Or. Exactement, c'est un très très bon joueur, mais malheureusement, lors des derniers matchs, j'ai remarqué personnellement qu'il a eu un niveau baisse de régime. Moyen. Exactement. La sélection marocaine aura besoin de joueurs prêts, qui jouent et qui sont dans leur meilleur niveau. Si on prend le latéral gauche, il y avait Yahya Atiyatullah aussi. Le niveau de tous les joueurs locaux en ce moment, lors des 7 premières journées, n'était pas au top. Ça, je peux vous le confirmer. Personnellement, d'après mon point de vue, il n'y avait pas un joueur qui a vraiment brillé et qui a fait d'excellents matchs sur les 7 premières journées. Pour arriver à la Coupe du Monde, je ne pense pas. Alors, on va vers la fin de cette émission où on a quand même fait le tour de ce qu'on pouvait parler du football marocain et autres. Revenons un peu sur le football marocain. Le Maroc qui a l'un des meilleurs championnats, si je ne m'abuse, le meilleur championnat en Afrique aujourd'hui. Le Maroc qui a présenté 2 équipes
championne d'Afrique en 2022, Renaissance Berkane en Coupe de la CAF et le Wydad en Coupe en Ligue des Champions, et également ce même Maroc qui accueille chaque fois qu'il y a des matchs amicaux des sélections ici. Il y a un développement, un processus de développement du football au Maroc qui va avec une vision, une politique mise en place par la fédération. Alors, est-ce qu'il ne serait pas aussi judiciable comment dirais-je, de récompenser ces efforts en amenant au moins un joueur local pour dire, bon voilà, si vous dominez le football africain, ça montre qu'il y a de la ressource, pourquoi ne pas prendre un ou deux joueurs pour montrer aux yeux du monde que vraiment c'est mérité, quoi. En fait, ça restera le choix du coach, non pas le choix du public marocain. Nous sommes des participants, des fans, ouais, des téléspectateurs. Nous encourageons l'équipe nationale. L'équipe nationale vient après tout, donc avant tout, la sélection nationale est au sommet, quoi. Oui, au-dessus. Ouais. Nous avons des fans des équipes, mais l'équipe nationale reste toujours au sommet. C'est vrai, moi j'ai dit personnellement sur les 7 premières journées, Walid ne va pas faire, je dirais, convoquer des joueurs juste pour faire plaisir. Pour faire plaisir, non. Ça, il ne va pas le faire, je suis certain. Il y aura sûrement un joueur local. C'est le 3e gardien de but. Donc on ne sait pas encore si c'est Anas Zniti du Raja ou bien c'est Ahmed Reda Tagnaouji du Wydad. Forcément, ou bien probablement, c'est ça. L'un des deux. Être exactement l'un des deux. Pour Yahya Jobran, il a été convoqué, il a joué contre le Chili le premier match. Je pense qu'il va être convoqué. C'est un bon joueur, mais entre parenthèses, je ne pense pas qu'il va être titulaire en équipe nationale. Parce que déjà sur les 7 premières prestations avec le Wydad, je pense qu'il n'était pas au top de sa forme. Pas le Yahya Jobran qu'on connaît. Donc s'il va être convoqué, je pense qu'il n'y aura que ces 2 joueurs qui vont être convoqués. Pour le reste, même si le Wydad était championne, le Berkane aussi était championne, mais vous avez en face des joueurs expérimentés, beaucoup de concurrence, des Ziyech, des Mzraoui, des Hakimi, des joueurs de très haut niveau, des Amrabat, exactement, des Amellah, des joueurs qui jouent en Europe dans de grands clubs. Donc la tâche est difficile, mais le travail continue et devra continuer, parce que ces joueurs locaux, ils peuvent jouer en Europe, ils peuvent jouer dans le haut niveau, aussi porter le maillot de la sélection du Maroc un jour. Alors, ainsi prendons fin notre première sortie de la semaine dans cette édition de Classico. C'est un peu comme ça qu'on va aborder cette Coupe du Monde, parler un peu de ces sélections africaines qui vont représenter le continent et voir, juger un tout petit peu le niveau, ou pourquoi pas parler de leur chance. Alors, Youssef Mouta Wakil, un dernier mot, peut-être pour le public marocain qui attend beaucoup, ils vous suivent beaucoup et qui espère quand même une belle prestation des Lions de l'Atlas à la prochaine Coupe du Monde. On souhaite un bon courage à notre sélection nationale, en priorité en tant que Marocain, bien évidemment. Aussi un bon courage à toutes les 4 autres nations africaines pour une meilleure représentation africaine. Inch'Allah, cette fois-ci avec Walid Regragui, je pense que ça va être la bonne. On espère bien se qualifier en 2e tour. C'est le souhait de chaque Marocain. Donc je vous remercie aussi d'avoir participé à cette émission et d'avoir eu le plaisir de partager avec nous cette émission. Je remercie aussi Bertrand pour cet accueil, pour cette invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette émission Classico sur DFM TV. On se retrouve dans quelques jours ou la semaine prochaine, si vous voulez, pour une autre sortie. Ça sera avec une autre sélection africaine de notre choix, certainement. Vous saurez tout dans les prochaines vidéos. Allez, portez-vous bien et à très bientôt.